C'est étonnant, non? C'est une émission de radiophonique que j'enregistre tout seul dans le noir. Ça s'appelle Les Chroniques de la haine ordinaire. Pitié, pitié, pitié. Assez qu'on en finisse. Traversant l'autre soir Paris en taxi, j'ai compté 92 affiches électorales entre le pont de l'Alma et les buttes Chaumont. Ah, toutes ces tronches joviales, pétantes de vie, radieuses à l'idée de faire chanter nos lendemains en chemise. Toute cette mâle assurance sur ces faciès quarantenaires pas encore ravagés par les premières métastases. Et ce chauffeur ventru qui puait le chien chaud et le tabac froid, et qui faisait meugler sa radio de bord d'où s'échappait la cacophonie grinçante d'un débat rabâché entre un progressiste régressant et un avant-gardiste arriéré. Et ce journal qui me tombait des mains, tant le poids des sondages m'assommait la raison. Au secours. Débarqué en mon logis, je me suis cru à l'abri parmi mes animaux domestiques et mes enfants sauvages. Je me suis posé dans le fauteuil Louis XV qui avait épousé respectivement mes formes et Marie Lexinska, bien décidé à vider mon cerveau là de cette intolérable inflation de réclames bidons pour la gestion de mon avenir qui ne me demandait rien. Sur les conseils de Télé 7 jours, qui est de très loin le meilleur journal de télévision pour la qualité des photos de Rekazaraï, je me proposais de jouir pleinement d'un reportage de FR3 Paris-Île-de-France sur le reclassement des grilles d'égout périmées dans les industries de sous-traitance métallurgique de la Seine-Saint-Denis. Mais que m'apparusse, Dieu me strangule, si possible avec un badim, c'est bien plus joli, que m'apparusse le petit Broumed, avec sa tête mutine d'énarque farfadet frisouillé. Il semblait danser une bourrée molle entre deux planches avec ses petits bras qui battaient l'air gentiment. Et qu'est-ce qu'il me disait, cet aimable Pierre-Louis ? Il me disait « Le 16 mars, nous allons voter ». Je ne pouvais pas le croire. En plus, le bougre, non content de précipiter mon agonie scrutinophobique en prenant le relais du matraquage, m'expliquait comment j'allais devoir m'y prendre pour choisir entre la peste et le choléra. Et cela sur le ton benoît et câlinou qu'on réserve d'habitude à ceux des handicapés mentaux qui ont gardé le plus de séquelles après leur trépanation ratée par le docteur Jekyll ivre-mort. C'est ainsi que j'ai appris ce soir-là qu'on ne devait pas mettre l'urne dans le bulletin, mais le bulletin dans l'urne. Et aussi qu'une élection législative était destinée à donner des députés à la France et non pas du fumier à des veaux. Et que dans une élection à un tour, il n'y avait, tenez-vous bien, qu'un seul tour. Du geste haineux et vengeur de Rocky IV abattant Rambo 18, j'appuyais sur la touche 2 de la télécommande. Et que me réapparusse, du verbe réapparaître, que suit un trait d'union précédant le démonstratif se, le même Broumed, la même danse, la même chanson. 10 minutes plus tard, idem sur la 3. Et voici 1 mois que ça dure. Et je dis basta, car je suis bilingue. Assez, les mecs, ça suffit, je vais tuer quelqu'un. Et je crie en chœur avec mes amis du journal L'Événement, dans lequel j'ai investi 2 briques et qui est très très bien écrit. Au secours, la gauche et la droite reviennent. Laurent, gentil Laurent. J'espère au moins qu'ils t'ont couvert d'or, les incitateurs à scrutiner dans l'isoloir, parce qu'après cet abus qu'ils ont fait dans le galvaudage de ton image, tu ne pourras plus jamais, en tout cas pas avant longtemps, la montrer dans une émission sérieuse, sans faire penser immédiatement à Tintin relayant Chantal Goya dans la chorégraphie de Bécassine. Tu mérites mieux que ça, Laurent. À ceux qui en douteraient, je suggère d'écouter ce ratonneur pacifique et lucubrer brillamment tous les jours sur cette chaîne de radio, qui n'est pas seulement celle de la haine, mais aussi celle de l'amour, mes frères. En vérité, je vous le dis, dimanche, c'est d'abord le jour du Seigneur. Le dimanche 16 mars, faites comme moi, votez Jésus. Le lendemain, mes frères, nous nous sentirons meilleurs. Et que ferons-nous ? Avant même d'arracher ces affiches grotesques qui défigurent nos cités et de les remplacer par d'autres affiches pour d'autres produits à consommer avant avril 88, eh bien, c'est pas difficile. Dès le saut du lit, le 17 mars, faites comme moi, pissez. Le 17 mars, nous allons pisser. Nous allons pisser pour éliminer nos toxines. Nous allons également pisser pour éliminer des sels minéraux. Pour éliminer nos toxines, nous allons pisser dans les urinoirs de couleur bleue et pour éliminer nos sels minéraux, nous allons pisser dans les urinoirs de couleur rouge. Attention, attention, il s'agit d'une élimination à un seul tour. Le même jour, nous pisserons pour l'élimination de nos vessies et pour l'élimination de nos lanternes.
Le 17 mars, faites comme moi, pissez. Quant au reste du mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. Monsieur Arthur Comte n'est pas un imbécile. Sinon, il n'aurait pas été président, directeur général de l'ORTF. Pourtant, ne surévaluons pas la conjonction pourtant. Elle indique l'opposition et non pas la négation. Nuance. Si je dis, par exemple, Jean-Marie Le Pen n'est pas fasciste, pourtant, la seconde proposition ne contredit pas la première. Elle ne fait qu'en souligner la singularité en lui opposant une anormalité conjoncturelle subjective de base. Je m'explique parce que je vous sens décroché. Si je dis l'émission Porte-Bonheur n'est pas un vomitif, pourtant je la regarde toujours avec une lessiveuse sur les genoux, je ne signifie pas tout à fait la même idée que si je dis l'émission Porte-Bonheur n'est pas un vomitif, si. Cela étant posé, comme disait la Pompadour en mettant son outil de travail sur la commode Louis XV, revenons-en à M. Arthur Comte, dont je prétendais plus haut, sans preuve au demeurant, qu'il n'était pas un imbécile. M. Arthur Comte, en vérité, est une personnalité tout à fait estimable, sinon il ne serait pas avant M. Arthur Martin dans le Wouzou, lequel Arthur Martin n'est autre que le père de Patricia Martin, la troublante réalisatrice de cette émission, qui est la fierté de son papa, car on n'a pas besoin de l'allumer 20 minutes avant. Lors d'une récente interview sur cette chaîne de radiophonie, qui diffuse désormais sur 1852 mètres, et non plus sur 1829, 1852 mètres, c'est-à-dire tout de même 1848 mètres 25 de plus que le champion du monde de saut en hauteur, fallait le dire. Monsieur Arthur Comte a dit en substance que la seule censure qu'il s'était permise lors de son règne sur les antennes, c'était d'exercer à l'encontre des gens qui disaient des gros mots. Alors faites excuse, monsieur Arthur, mais ce problème des gros mots me turlupine depuis que je suis en âge de reconnaître un mâle d'une femelle dans une assemblée hétérosexuelle. C'est vous dire à quel point ça remonte à la maternelle. Il y a des lustres, 8 lustres et demi pour être précis, que je rongeais mon Mistral gagnant, car je n'aime pas les freins, avec l'envie d'en débattre, voire d'en découdre un jour avec un gros motophobe, si possible notoire. Aujourd'hui, que j'ai mon émission dans un poste de radio où on me laisse dire des mots de toutes les tailles, voici que vous tombez à pic pour nourrir mon courroux coucou Villers-Lâche-moi. Permettez-moi, monsieur Arthur, de vous faire remarquer avec humilité, car vous auriez pu être mon grand-père, pour peu que ma grand-mère eût eu le cul pincé. Permettez-moi, monsieur Arthur, de vous faire remarquer que la base de la cuisine française repose avant tout sur 2 ingrédients indispensables, le gros sel et le sel fin. De même, la langue française, pour laquelle il reste à prouver que j'ai moins de respect que vous, est faite de mots à mouture variable. Petits mots, mots moyens, mots durs, mots doux et gros mots. Est-il besoin de rappeler à un érudit, répertorié dans les salons du Sud-Ouest et même au-dessus, que François Rabelais, à qui vous n'en voudrez pas de figurer dans le Larousse alors que vous n'avez pas fini d'attendre devant, Rabelais fut en son temps le plus éblouissant serviteur des belles lettres françaises, et non pas malgré, mais à cause de l'artisanale magie de son verbe, dont les superbes jurons colorés déculottaient déjà les hémiplégiques du langage, qui cachent leurs mots crus et montrent au tout venant leur langue cuite, surbouillie, sans saveur et sans image. On vous dit féru d'histoire de France, monsieur Arthur, mais quel comte! Quel duc, quelle altesse, hormis les falots et cireux Orléans qui clapotent au ras du trône des toilettes pour prince, quel roi de France trouve grâce à vos yeux baissés dans ce procès rabat-joie que vous faites à leur verve. Mais monsieur Arthur, au souper d'Henri IV, vous fussiez caché au fond du pot de la poule pour ne point ouïr les jurons du Béarnais. Allons, bougez-vous, monsieur Comte. Laissez tomber Jean-Claude Bourret et Henri Bordeaux. Essayez Jean Genet, Léoto, Léon Blois, Ronsard, Duneton, tenez. Écoutez Pierre Perret, Brassens ou le petit Renaud. N'ouvrez pas les oreilles de vos petits-enfants à la seule voix de Chantal Goya, dont rien ne vous permet d'affirmer qu'elle et sa bécassine sont moins vulgaires que les 3 margotons qui rebondissent et caracolent dans le lit chaud des mots charnels qu'on trousse au coin des farandoles éternelles. À qui ferez-vous croire, monsieur Arthur, que les gros mots perturbent l'éducation des enfants? Au nom de quelle morale ratatinée nous ferez-vous encaisser qu'un mot leste, c'est-à-dire agile et léger, en bon français, puisse surprendre et traumatiser un enfant devant un téléviseur? Faut-il que vous soyez amnésique, papy, pour avoir oublié vos chants de la communale qui sont encore en vogue et véhiculent aux 4 vents tous les mots anatomiques, hormis testicules et postérieurs, pour décrire aux porteurs de bretelles le dessous de leur ceinture?
Vous citez avec un émerveillement patelin le bien parler des humbles, exempt, dites-vous, de tout écart de langage. Mais vous savez fort bien que souvent, les gens du peuple n'ont pas les moyens d'être grossiers sans passer pour vulgaires à leurs propres yeux. Le peuple, c'est lui qui a inventé les gros mots. Mais c'est vrai qu'il est parfois timoré, le peuple. Et je vous accorde qu'on n'a jamais vu un garçon de ferme arriver sans cravate dans une noce de parvenu en Bermuda. Mais pour le reste, mon président, sachez que c'est de bon droit que le langage est fleuri. C'est vous qui piétinez ces plates-bandes. Quant au mois de mars, bordel de merde, je vous le dis, sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. C'est rassurant. En matière de littérature, les Français sont beaucoup plus cultivés que la moyenne des chimpanzés éthyliques de l'Institut Pasteur. Notamment, il est encourageant de découvrir, comme je l'ai fait moi-même au hasard de conversations dans les milieux du show business, où j'ai la chance d'avoir mes entrées sans jamais avoir couché dessous, que la plupart de nos contemporains soupçonnent Molière de n'être pas une marque de cuisinière à gaz, et qu'ils sont prêts à parier que ce n'est pas Arthur Martin qui a écrit Britannicus. La publication des résultats d'un récent sondage de la Sofres sur les connaissances littéraires des Français vient à point nommé confirmer mon propos. On y apprend avec plaisir que 4% seulement d'entre nous croient que la Pléiade est une danse du Moyen-Âge. 8% que Serge Gainsbourg est l'auteur de J'irai cracher sur vos tombes. C'est authentique, ces chiffres. Et 3% que Marguerite Duras est un homme. Ça, c'est sans doute parce qu'il porte parfois une robe. Malheureusement, on peut douter du sérieux de ce sondage dans la mesure où ses rédacteurs eux-mêmes font preuve d'une consternante inculture littéraire dans la rédaction même de leur étude. Monsieur Sofres, vous vous payez le culot de faire une faute d'orthographe impardonnable dans le nom de Régine Deforge, et non pas Desforges. Régine Deforge, un auteur dont le patronyme figure présentement sur un tel nombre d'ouvrages que je m'étonne qu'aucun ne soit tombé sous vos yeux avides de chiffres et goulus de belles lettres. Comment avez-vous pu, monsieur Sofres, vous oublier au point de laisser choir un S incongru au cœur du nom joli de cette femme exquise, dont je partage avec retenue, certes, mais d'assez près l'intimité, pour affirmer qu'elle est suffisamment belle pour pouvoir se passer de cette double sinuosité dont vous l'affublez abusivement. Mais bon, rassurez-vous, monsieur Sofres, on peut très bien vivre sans la moindre espèce de culture. Continuez comme ça. D'ailleurs, les exemples en ce sens fourmillent autour de nous. Prenez un garçon comme Georges Marchais, par exemple. Voilà un homme qui aura fait une carrière politique tout à fait exemplaire, en restant persuadé toute sa vie que Soult, Berthier et Périphérique sont des maréchaux d'Empire. Plus près de nous, autre exemple, j'ai été interviewé récemment par un journaliste d'une radio locale. J'ai trop de respect pour la liberté pour appeler ça une radio libre. Et ce type avait cru entendre dire que j'écrivaillais des opuscules. Après qu'il m'eut laissé entendre qu'il était journaliste littéraire, il ajouta « Mais vous savez, moi, si que j'aurais lu tous les livres, je ne serais pas été beaucoup plus avancé pour y causer dans le poste de radio. » Eh bien, ce garçon, finalement, a raison. Vous devriez l'embaucher, monsieur Sofres. Encore que, en tant qu'expert en littérature, je me demande s'il n'est pas aussi désertiquement informé que vous semblez l'être vous-même. Il me revient après coup qu'il m'a dit avoir une prédilection pour l'œuvre de Jules Renard, mais en le poussant un petit peu sur le sujet, je me suis assez vite aperçu que tout ce qu'il avait retenu de Jules Renard, c'était les initiales. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée et politique, ça m'étonnerait vraiment qu'il passe l'hiver. Lors d'un récent entretien à Rome avec Florence David de France Inter, la meilleure radio pour ceux qui aiment avoir les récents entretiens à Rome avec Florence David entre les oreilles, l'omniprésent potentat transalpino-francophage Silvio Berlusconi soutenait que la plus grande qualité des Français est leur indéfectible certitude d'être toujours et en tout les meilleurs. Et que leur plus grand défaut réside en leur inébranlable sentiment qu'en toute chose et toujours ils sont les meilleurs. Eh bien moi je connais un Italien discret de type non pontifiant qui n'a pas du tout l'impression d'être le meilleur et qui, c'est mon indéfectible et inébranlable sentiment, est le meilleur dans son domaine, celui de la chanson si cruellement menacée en ces temps médiocres par les vandales, les cuistres et les époumounés qui lui pompent l'air et lui coupent la parole. Lui, c'est la chanson, la vraie, la belle, la canzone d'autore. Il s'appelle Paolo Conte.
Je lui dois l'indicatif de cette chronique, qui est un odieux charcutage d'un chef-d'œuvre. D'ailleurs, je n'y suis strictement pour rien et par parenthèse, je signale à la police des mœurs que ce viol ignoble est réalisé ici chaque jour par l'Attila en jupon de la bande-son, dont le regard rapace pèse lourdement sur chacune de ses émissions et qui cache maladroitement ses origines draculo-carpates sous le pseudonyme éculé de Martin. Patricia pour les intimes qui sont rares car elle est affreuse. Paolo Conte nous arrive comme un cheveu sur la soupe. Un cheveu d'or sur la soupe à la grimace. En plein apogée de l'hystérie bramante, où le décérébré spasmodique nous éjacule aux oreilles les giclées d'immondices anglomaniaque de sa consternante indigence, voici que nous vient, à cheval sur un tabouret de piano-bar pré-mussolinien, ce piémontais grave et lent, tout habillé gris sobre de distinguée nostalgie. Loin des fureurs vulgaires des modes mornées, Paolo Conte chante la chanson folle et frivole des années qu'il pleure. Il dit le goût défait des curaçaos amers et des rumbas éteintes. C'est une voix crépusculaire de vraie virilité, insolente de facilité, profonde et sereine, charriant des graviers roses au bord de se briser. Il chante. Paolo chante et la femme amoureuse de l'amour frissonne au creux du cou. Et le rocker fluet, accablé par tant de beauté, meurt terrassé d'humiliation sous sa prothèse électronique. Paolo Conte chante. Esthétiquement, c'est beau. Moralement, comme toute insulte à la médiocrité, c'est une bonne action. Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant, de plus scandaleux que de ne pas croire en la démocratie ? Et pourtant, moi-même, quand on me demande « Êtes-vous démocrate ?», je me tâte. Attitude révélatrice dans la mesure où, face à la gravité de ce genre de questions, la décence voudrait plutôt que l'on cessât de se tâter. Un ami royaliste me faisait récemment remarquer que la démocratie était la pire des dictatures parce qu'elle est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Mais oui, réfléchissez-y une seconde, c'est pas idiot. Pensez-y avant de reprendre inconsidérément la Bastille. Alors qu'en monarchie absolue notamment, la loi du prince refuse cette attitude discriminatoire puisqu'elle est la même pour les pour et pour les contre. Vous me direz que cela ne justifie pas qu'on aille dépoussiérer les bâtards d'Orléans ou ramasser les débris de Bourbon pour les poser sur le trône de France avec la couronne au front, le sceptre à la main et la plume où vous voudrez, je ne sais pas faire les bouquets. Mais convenez avec moi que ce mépris constitutionnel des minorités qui caractérise les régimes démocratiques peut surprendre le penseur humaniste qui sommeille chez tout cochon régicide. D'autant plus que, paradoxe, les intellectuels démocrates les plus sincères n'ont souvent plus d'autre but, quand ils font partie de la majorité élue, que d'essayer à tout prix d'appartenir à une minorité. Dans les milieux dits artistiques, où le souci que j'ai de nourrir ma famille me pousse encore trop souvent à sucer des joues dans des cocktails suintants de faux amours, on rencontre des brassées de démocrates militants qui préféreraient crever plutôt que d'être plus de 12 à avoir compris le dernier Godard, et qui méprisent suprêmement le troupeau de leurs électeurs qui se pressent aux belmonderies boulevardières. Parce que ça aussi, c'est la démocratie. La démocratie, c'est la victoire de Belmondo sur Fellini. C'est aussi l'obligation pour ceux qui n'aiment pas ça de subir à longueur d'antenne le football et les embrassades poilues de ces Cro-Magnons décérébrés qu'on a vu s'éclater de rire sur le charnier de leurs supporters. La démocratie, c'est aussi la loi du top 50 et des mamas gloussantes reconverties en dondons tisanières. La démocratie, c'est quand Lubitsch, Mozart, René Char, Rezer ou les batailleurs de chez Pollack ou n'importe quoi d'autre qu'on puisse soupçonner même de loin d'intelligence est reporté à la minuit pour que la majorité puisse s'émerveiller dès 20h30 en rotant son fromage du soir sur le spectacle irréel d'un béat trentenaire figé dans un sourire définitif de figue éclatée et offrant des automobiles clés en main à des pauvresses arthritiques sans défense et dépourvues de permis de conduire. Cela dit, en cherchant bien, on finit par trouver au régime démocratique quelques avantages sur les seuls autres régimes qui lui font victorieusement concurrence dans le monde actuellement, ceux si semblables de la schlag en bottes noires ou du goulag rouge étoilé. D'abord, dans l'un comme dans l'autre, au lieu de vous agacer tous les soirs entre les oreilles, je fermerai ma gueule en attendant la soupe dans ma cellule aseptisée. Et puis aussi, dans l'un comme dans l'autre, chez les drapeaux rouges comme chez les chemises noires, les chefs eux-mêmes ont rarement le droit de sortir tout seuls le soir pour aller au cinéma du coin, bras dessous, avec la femme qu'ils aiment. Les chefs des drapeaux rouges et les chefs des chemises noires ne vont qu'au pas cinglant de leurs bottes guerrières, le torse pris dans un corset de fer, à l'épreuve de l'amour et des balles.
Ils vont, tragiques et le flingue sur le cœur. Ils vont, métalliques et la peur au ventre, vers les palais blindés où s'ordonnent leurs lois de glace. Ils marchent droit sous leurs casquettes, leurs yeux durs sous verre fumé, cernés de 20 gorilles par choc qui surveillent les toits pour repérer la mort. Mais la mort n'est pas pour les chefs des drapeaux rouges, ni pour les chefs des chemises noires. La mort n'est pas aux fenêtres des rideaux de fer. Elle a trop peur. La mort est sur Stockholm. Elle signe d'un trait rouge sur la neige blanche son aveu d'impuissance à tuer la liberté des hommes qui vont au cinéma tout seuls, bras dessous, avec la femme qu'ils aiment, jusqu'à ce que mort s'en suive. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. Je me rappelle ce dîner en banlieue chez ce grand amuseur français. C'était, je crois, en 1982, c'est-à-dire à une époque où il était déjà plus célèbre en France que Roland Dubillard et la bataille de Marignan. Il m'avait fait l'honneur d'imaginer que j'étais capable de collaborer à l'écriture d'un film qu'il était plus ou moins sur le point de tourner. À cet effet, et aussi je pense par pure amitié, il m'avait convié à souper chez lui en toute intimité, c'est-à-dire en compagnie des 80 parasites nocturnes, abonnés quotidiens à sa soupe populaire. Certains hauts personnages traînent... On a entendu le monsieur tousser ou pas ? Vous pouvez péter sous la table, mais pas tousser au-dessus. Soyons divins. Certains hauts personnages traînent ainsi dans leur sillage, par altruisme ou pour se rassurer, des conglomérats gluants d'un décrochable sensu. J'en ai vu de ces phagocytaires, j'en ai vu sautiller humblement derrière un écrivain célèbre, j'en ai vu des cultivés à diplôme s'aplatir voluptueusement pour mieux flagorner une chanteuse graséillante plus vulgaire qu'une virgule sur le mur gris des toilettes hommes de la gare du Nord. J'en ai vu s'accrocher au fauteuil d'infirme d'une vieille star lyophilisée. J'en ai vu ramper sous des pétasses cinégéniques au lolo centripète. J'en ai vu dans le showbiz ramper de si peu dignes et de si peu respectables qu'ils laissaient dans leur sillage des rires de complaisance aussi visqueux que les mucosités brillantes qu'on impute aux limaces. Ce soir-là, chez mon hôte, c'en était plein de la moquette au baignoire, et jusque sous l'évier où les plus serviles léchaient les serpillères pour avoir l'air utile. Bref, si cet homme avait été de la merde, ils en eussent été les mouches. Quand je suis entré dans le séjour, le maître de séance m'entourant les épaules d'un bras affectueux, ils m'ont regardé drôlement. Sous les saluts vibrants de jovialité fraternelle, où les gens de ce milieu cachent mal leurs indissolubles haines réciproques, je devinais des regards noirs d'inquiétude. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? On l'a jamais vu là. Et soudain, j'ai compris avec effarement que j'étais à Versailles. Et 3 siècles plus tôt. Ça me crevait les yeux. Ces sous-punks aux cheveux verts, ces faux loulous qui sentaient les herbes rares et le vin des rochers chauds, ces intellos d'agences de pub, ces dessinateurs en vogue à l'insolence calculée, ces starlettes argotiques du rock à gogo, ces gens fléchis, courbés, pentus, c'était la cour. La cour de Louis, le Grand, le Soleil, celui-là même que l'État c'était lui, rebaptisé Rigolo XIV pour ce siècle un peu plus étriqué. Et eux étaient ses courtisans, guettant ses miettes et ses bons mots en forçant leur sourire pour s'attirer ses grâces. Et moi, qu'on n'avait encore jamais vu au petit souper du prince, j'étais l'intrus, la menace potentielle de leur avenir improbable, l'importune matérialité d'un favori possible. Car tous avaient à vendre des idées, des chansons, des sketchs à 2 voix, leur sœur ou un bateau à voile pour le bon plaisir du roi sur l'eau. Je me rappelle fort bien celui du bateau à voile. Il se tenait accroupi au pied du maître assis. Fébrilement empêtré dans les maquettes de ses monocoques, il se débattait sans grâce dans un manteau de fourrure pâle, comme un gros labrador mou flattant les escarpins de son chasseur repu. Lequel ne l'écoutait même pas, car il dormait un peu, l'œil mi-clos, contemplant les volutes exotiques de son mégot de foin des Indes. Parmi ces soumis, j'ai reconnu quelques chanteurs électroniques qui brament aujourd'hui encore leur indignation face aux injustices de classe. J'ai pris congé pour aller vomir plus loin. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait vraiment qu'il passe l'hiver. Mercredi, rude journée, pas d'école, les minuscules sont lâchés. Ils font rien qu'à embêter les parents qui essayent de faire des chroniques dans le poste pour les nourrir. Ils font rien qu'à leur poser des questions idiotes. Tout à l'heure, il y en a une avec du chocolat poisseux plein la figure qui est venue le partager avec mes cheveux sous prétexte de câlin. On ne devrait pas procréer ainsi n'importe comment à l'aveuglette. On devrait élever des poissons rouges. En plus d'engluer, ça pose des questions idiotes.
Papa, où c'est le règne animal? Le père est à son ouvrage, il entend d'une oreille incertaine. On ne dit pas le règne animal, on dit le règne de animal. La maîtresse, elle a dit animal. Je n'aime pas être contredit par des êtres inférieurs, surtout quand j'ai tort. Mais puisque nous sommes mercredi, que vous êtes des milliers, chers adorables Minus, à traîner à portée de transistor, au lieu de vous rendre utile en défenestrant le chat pour voir si c'est vrai que ça rebondit, voici mon cours du soir sur le règne animal. On prend son cahier, on prend son crayon noir, je ne veux pas de feutre, ça tache le chocolat. En titre, on met le règne animal. Animal en un seul mot, imbécile. Le règne animal. L'animal est un être organisé, doué de mouvement et de sensibilité et capable d'ingérer des aliments solides par la bouche ou à côté de la bouche si c'est du chocolat. Le règne animal se divise en 3 parties. 1. Les animaux. 2. L'homme. 3. Les enfants. Les animaux sont comme des bêtes, d'où leur nom. Ne possédant pas d'intelligence supérieure, ils passent leur temps à faire des bulles ou à jouer dans l'herbe au lieu d'aller au bureau. Ils mangent n'importe quoi, très souvent par terre. Ils se reproduisent dans les clairières, parfois même place de l'église, avec des zézettes et des foufounettes. Les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir, c'est pourquoi ils continuent de batifoler quand ils ont 37,6. L'homme. Remarquons au passage que si l'on dit les animaux au pluriel, on dit l'homme au singulier, parce que l'homme est unique. De même, nous dirons que les animaux font des crottes alors que l'homme sème la merde. L'homme est un être doué d'intelligence. Sans son intelligence, il jouerait dans l'herbe ou ferait des bulles au lieu de penser au printemps au milieu des embouteillages. Grâce à son intelligence, l'homme peut visser des boulons chez Renault jusqu'à 60 ans sans tirer sur sa laisse. Il arrive aussi, mais moins souvent, que l'homme utilise son intelligence pour donner à l'humanité la possibilité de se détruire en 1 seconde. On dit alors qu'il est supérieurement intelligent. C'est le cas de M. Einstein, qui est malheureusement mort trop tard, ou de M. Sakharov, qui s'est converti dans l'humanisme enfermé, trop tard également. Les hommes ne mangent pas de la même façon selon qu'ils vivent dans le nord ou dans le sud du monde. Dans le nord du monde, ils se groupent autour d'une table, ils mangent des sucres lourds et des animaux gras en s'appelant cher ami, puis succombent étouffés dans leur graisse en disant docteur, docteur. Dans le sud du monde, ils sucent des cailloux ou des pattes de vautour morts et meurent aussi, tout secs et désolés, épanchés comme les roses qu'on oublie d'arroser. Pour se reproduire, les hommes se mettent des petites graines dans le derrière en disant « Ah oui, germaine ». Les enfants, enfin, contrairement à l'homme ou aux animaux, ne se reproduisent pas. Pour avoir un bébé, il est nécessaire de croire à cette histoire de petites graines. Malheureusement, les enfants n'y croient pas tellement. C'est sans doute parce qu'à force de voir jouer les animaux dans l'herbe aux heures de bureau, les enfants s'imaginent dans leur petite tête pas encore éveillée à l'intelligence qu'il faut des zézettes et des foufounettes pour faire des bébés. En réalité, les enfants ne sont ni des hommes ni des animaux. On peut dire qu'ils se situent entre les hommes et les animaux. Observons un homme occupé à donner des coups de ceinture à une petite chienne coquère marrante comme une boule de duvet avec des yeux très émouvants. Si un enfant vient à passer, il se met aussitôt entre l'homme et l'animal. C'est bien ce que je disais. Mais ce n'est pas une raison pour nous coller du chocolat sur la figure quand nous écrivons des choses légères pour oublier les vautours. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. Quand je vous aurais dit à quel point je déteste la force publique et les bâtons blancs, les procureurs hépatiques à nuque rase, les barreaux aux fenêtres et les miliciens cramoisis GVOR tiraillant des chiens loups démentiels électrisés de haine apprise, quand je vous aurais dit en somme l'ampleur de ma dégoûtation pour les lois collectives et les marches forcées, m'écouterez-vous enfin, catafalqueuses et gauches intellectuelles, qui tremblotez sous le joug d'un terrorisme de pensée par vous-même suscité? M'écouterez-vous enfin, mes bien chers frères, si je vous dis que je hais autant les voleurs que les gendarmes? Je ne parle pas tant des voleurs professionnels, braqueurs de banques, perceurs de coffres, garagistes, épiciers, etc., qui certes s'emparent malhonnêtement du bien d'autrui, mais qui le font avec une conscience professionnelle sur laquelle bien des jeunes gens honnêtes seraient bienvenus de prendre exemple. Non, je veux parler des voleurs amateurs, qui volent n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, au petit bonheur des portes ouvertes, et qui repartent sans dire merci en laissant les traces obscènes de leurs pieds boueux sur les draps brodés de grand-mère qu'ils ont jetés à terre pour y chercher l'improbable magot qui sommeille à la banque. Rappelle-toi, résidu de guape, reliquat freluquet de sous-truanderie,
Rappelle-toi cette nuit de printemps où tu es venu polluer ma maison de ton inopportune et minable équipée. Tristement encagoulé de gris, voici que cette nuit tu viens dans ma maison, la sueur froide sous le bas noir et la pétoire sous le bras. Infoutu de discerner un vase de sèvres d'un cadeau bonux, tu voles au ras des moquettes un vieux sac à main où l'enfant rangeait les billets du Monopoly et ses dents de lait pour la petite souris. Triste rat, tu voles bien bas. La maison dort, sauf le vieux cocker tordu d'arthrite et à moitié aveugle qui rêvasse au salon sur son pouf. Il se lève doucement pour aller te lécher un peu avec cette obstinée dévotion pour nous qui n'appartient qu'aux chiens. Alors toi, pauvre con, tu lui vides en pleine gueule la moitié de ton chargeur de 11,43. Et puis tu files éperdument, veule et cupide gangstérillon de gouttière, la trouille au ventre et chiant sous toi, piaillant aux étoiles les salacités vulgaires attrapées au ruisseau. La nuit résonne encore à mes oreilles du cliquetis métallique de ton sac de toile plein de vaisselle. Et moi je reste là immobile à te regarder filer parce que j'ai peur aussi, j'avoue. Je ne vais pas risquer ma vie pour Arcopal et du Ralex. Il y a si longtemps maintenant que j'attends mon cancer, je vais quand même pas partir sans lui. Où es-tu aujourd'hui, grêle terreur des chiens mourants? Sans doute courageusement abrité derrière ta quincaillerie militaire, es-tu en train de guetter une petite vieille au coin de sa chambre de bonne pour lui casser la gueule avant de lui prendre sa carte orange et le cadre en inox avec la photo de ses enfants qui ne viennent plus la voir. Je ne te souhaite pas forcément la prison. C'est l'engrais où les âmes pustuleuses et les contaminés s'épanouissent en incurables bubons. Je ne te souhaite pas non plus quelque mort légale qui ferait de toi, infime et dérisoire épouvantail de terrain vague oublié, un héros de chevalerie zonarde pour progressiste illuminé. Ou pire encore, une raison de se réjouir pour les nostalgiques des ordres noirs. En réalité, je ne te souhaite ni ne te veux rien. Je tiens seulement à ce que tu saches, Al Capone de poubelle, mandrin de mes couilles à condition qu'on me les coupe, je veux seulement que tu saches que toute la famille se joint à moi pour te prier d'agréer l'expression de mon plus profond mépris. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. L'homme vit mal loin de la nature. François Villon, en son temps, chantait son mal de vivre de citadin, loin des forêts habitées. Rappelez-vous son bestiaire. On que ne vit biche au bois, on que nu faucon dessus mon poignet droit, on que ne vit petit singe au gentil minois, onc. C'est joli, hein? J'aime les animaux. Je vis en contact permanent avec les animaux. Contrairement à Villon qui stagnait dans le ruisseau, j'ai la chance d'habiter en plein Paris une maison qui donne sur un petit jardin. Quelle joie chaque matin d'ouvrir les volets pour entendre tousser les oiseaux. Paris est plein d'animaux. Pour qui sait écouter la nature, la ville est une fête. Écoutez le gai cuit-cuit du moineau qui pépille. Écoutez le doux crou-crou du pigeon qui recoule. Écrasez le gros caca du chien-chien qui pète. Je possède un chat persan. Enfin, je suis possédé par un chat persan, pardon. Indépendance et fierté, le chat n'est que noblesse. Particulièrement le persan. Car les persans se prennent tous un peu pour le chat. J'ai su tempérer la sublime arrogance du mien. Je lui ai coupé la queue et je l'ai tondu comme un caniche. Vous savez, juste laisser la fraise et les pâtes à pompons. En plus, je le fais dormir dans le frigo pour lui raidir un peu la démarche. Il y a gagné en humilité ce qu'il a perdu en grâce. Depuis que le berger allemand le sodomise dans sa sciure, sa majesté féline a la couronne un peu penchée. Tous les animaux sont utiles à l'homme, et pas seulement parce qu'ils nous aiment, qu'ils nous gardent ou qu'on les bouffe. Les animaux nous sont utiles dans d'autres domaines moins explorés. Le sport, par exemple, le tennis. Tiens, on s'ennuie vite à jouer au tennis, à cause, bien sûr, de l'inertie de la balle. Oui, je sais de quoi je parle. J'ai été moi-même reporter sportif pendant 1 an. Et on s'emmerde. C'était vraiment du niveau... là, ici, Pierre Desproges qui vous parle de Roland-Garros. À l'heure où je vous parle, c'est Lendl qui passe à McEnroe, qui passe à Lendl, qui passe à McEnroe. Enfin, c'est très ennuyeux. On s'emmerde. Alors que si vous remplacez la balle par un poussin, c'est le fou rire assuré. Et les boules, tiens, sans le concours de notre ami la méduse, avec quoi jouerions-nous à la pétanque l'hiver sur nos lacs gelés? Les animaux ont souvent des qualités qui font défaut à l'homme. Il y a sûrement plus d'humanité dans l'œil d'un chien quand il remue la queue que dans la queue de Le Pen quand il remue son œil. Les animaux sont moins intolérants que nous. Un cochon affamé mangera du musulman.
Ils sont persévérants. Malgré la minceur des résultats, l'obstination du hérisson crève-pneu force l'admiration. Et comment ne pas louer la sobriété de la camelle, qui peut tenir 60 jours sans fumer de cameau? Ou l'admirable pudeur de l'anaconda, qui peut se masturber sans bouger les genoux, non seulement parce qu'il n'a pas de genoux, mais parce que, et ça c'est authentique, je le tiens du regretté Trémolin, il lui reste à l'anaconda, de l'époque où il était quadrupède, 2 embryons de papates enfermés sous la peau, à hauteur des génitoires, ce qui lui permet donc de se chatouiller de l'intérieur à l'abri des gelées matinales et sans risquer des coups de bâton sur la gueule quand il croise un flic au bois de Boulogne. Mais nous-mêmes, sommes-nous sûrs de détenir la suprématie de l'intelligence dans le règne animal? Ignorez-vous les exploits du mérou d'Ankara, par exemple? C'est à n'en pas douter un authentique souci de rigueur scientifique qui guide le mérou d'Ankara. Le mérou d'Ankara se nourrit exclusivement de riz au curry. Il fait lui-même éclater son riz au curry à la poêle. Et dès que le riz au curry pète, le mérou d'Ankara bout, d'impatience. Ensuite, il le fait bouillir et dès que le riz au curry bout, le mérou d'Ankara pète. De joie, évidemment. Ça, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le resservirai dans mon discours d'admission à l'Académie française. C'est pour ça que de temps en temps, je le ressors. Pour toutes ces raisons, nous devons aimer nos frères animaux et mépriser leurs bourreaux. Honte aux bouchers, à bas les corridas. Je le dis sans joie, car j'aime le peuple espagnol, ce peuple fier et ombrageux avec un tout petit cul pour éviter les coups de corne. À mort les bouchers, à mort les matadors, à mort la mère Bardot, qui ne craint pas de s'exhiber en pull de laine arraché poil par poil sur le dos du mérinos innocent. Dieu merci, il y a une justice. Les bouchers ne font pas de vieux os. Les matadors non plus. Il n'y a que Bardot qui s'éternise, réchauffant sa vieille gloire dans l'ample culotte en bébé phoque d'Amar que le capitaine du Greenpeace lui a offert l'année dernière à la Saint-Hubert. Moi, jamais je n'aurais pu être boucher. J'avais pas le cœur. Je n'aurais pas pu être matador. Je n'avais pas les tripes. J'aurais pas pu être Bardot. J'avais pas les fesses. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. J'aime beaucoup l'humanité. Je ne parle pas du bulletin de l'amicale de la lutte finale et des casquettes Ricard réunies. Je veux dire le genre humain. Avec ses faiblesses, sa force, son inépuisable volonté de surpasser les dieux, ses craintes obscures des ténèbres, sa peur païenne de la mort, sa tranquille résignation devant le péage de l'autoroute A6. Il y a en chaque homme une trouble désespérance à l'idée que la brièveté de son propre passage sur Terre ne lui permettra pas d'embrasser tous ses semblables, et particulièrement Madame Lemercier et Yvette du Vésinet qui ne sort jamais sans son berger allemand, cette conne. C'est un crève-cœur que de ne pouvoir aimer tous les hommes. À bien y réfléchir, on pourrait diviser l'humanité en 4 grandes catégories qu'on a plus ou moins le temps d'aimer. Les amis, les copains, les relations, les gens qu'on ne connaît pas. Les amis d'abord se comptent sur les doigts de la main du baron en pain, voire de Django Reinhardt pour les plus misanthropes. Les amis sont extrêmement rares et précieux. On peut faire du vélo avec eux, sans parler, pendant que le soir tombe négligemment sur les champs de blé, et on a même pas mal aux jambes dans les côtes. La caractéristique principale d'un ami est sa capacité à vous décevoir. Certes, on peut être légèrement déçu par la gauche ou les performances de l'AS Saint-Étienne, mais la déception profonde, la vraie, celle qui peut vous faire oublier le goût des grands Saint-Émilion, ne peut venir que d'un véritable ami. Par exemple, j'ai été déçu hier par mon ami Jean-Louis, qui est pourtant vraiment mon ami, puisque parfois nous ne nous parlons pas, même à pied, dans les sentiers de Picardie. Je venais de lui apprendre que j'avais acquis une petite chienne, une bergère. Allemande, certes, mais une bergère. Et lui, sans prendre le temps de réfléchir pour pas faire de la peine, il m'a dit en ricanant « Ah ah, t'as acheté un chien nazi, tu as mis un brassard SS, j'espère qu'elle n'est pas armée, ta carne. » Méchanceté gratuite. Envie gratuite de blesser. Tu sais très bien que tu ne risques rien de cette petite boule de poil, tu n'es même pas juif. Tu sais très bien que la seule bête féroce, le seul des prédateurs, le seul tueur pour le plaisir, la seule nuisance à pattes se tient sur celle de derrière, afin d'avoir les mains libres pour y serrer son fouet, à transformer les chiots en miliciens bavants. Me faire ça à moi, Jean-Louis, à moi qui suis ton ami, et qui te l'ai prouvé, puisqu'une fois au moins, je t'ai déçu moi-même. Ensuite, les copains. Alors, les copains se comptent sur les doigts de la déesse Vishnu, qui pouvait faire la vaisselle en applaudissant le crépuscule. Ils déçoivent peu, car on en attend moins.
Mais c'est quand même important qu'ils pensent aux saucissons quand le temps se remet au déjeuner sur l'herbe, et qu'ils viennent se serrer un peu pour faire chaud quand le petit chat est mort, ou pour faire des révérences à l'enfant nouveau. Les bons copains se comprennent à demi-mot, il règne entre eux une complicité de tireurs de sonnettes qu'entretient parfois l'expérience du frisson. Les relations se comptent sur les doigts des cœurs de l'armée rouge. Mais on sera bienvenu de n'entretenir que les bonnes, c'est-à-dire celles sur lesquelles on peut s'appuyer sans risquer de tomber par terre. Quand on n'a pas de glaïeul, certaines relations peuvent faire très très jolies dans les soirées mondaines, à condition qu'elles soient célèbres ou stigmatisées de la Légion d'honneur. Il suffit alors de les appeler Coco et de les embrasser gaiement, comme si on les aimait, et comme cela se fait dans mon milieu. Le commun ne manquera pas de s'esbaudir. Il arrive que certaines relations soient susceptibles de se muer en amitié, mais le temps n'a pas tout le temps de prendre à temps, le temps de nous laisser le temps de passer le temps. Parmi mes relations, je compte un ministre en fin d'exercice, qui m'a demandé un soir l'autorisation de s'asseoir à ma table dans un pince-fesses pompeux pour ne pas être assis à côté de Dalida. Je vous envoie l'adresse contre 12 timbres. Eh bien, ce ministre est devenu une relation, une camaraderie assez chaleureuse, encore qu'elle ne s'appuie que sur une prédilection commune un peu futile pour la bonne chanson française. Enfin, les gens qu'on ne connaît pas. Les doigts nous manquent pour les compter. D'ailleurs, ils ne comptent pas. Il peut bien s'en massacrer, s'en engloutir, s'en génocider des mille et des cents chaque jour que Dieu fait, avec la rigueur et la grande bonté qu'il a rendu célèbre jusqu'à l'embarrainer. Il peut bien s'en tronçonner des wagons entiers. Les gens qu'on ne connaît pas, on s'en fout. Tenez, le jour du récent tremblement de terre de Mexico, le gamin de mon charcutier s'est coupé un auriculaire en jouant avec la machine à jambon. Bien. Eh bien, quand cet estimable commerçant évoque cette date, que croyez-vous qu'il lui en reste ? Était-ce le jour de la mort de milliers de gens inconnus, ou bien était-ce le jour du petit doigt ? Je verrais bien une 5e catégorie où s'inscrirait unique, la femme qu'on aime sur le bout des doigts, parce qu'on la connaît par cœur. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, cela m'étonnerait vraiment qu'il passe ça l'hiver. Le public, c'est-à-dire vous et moi, encore plus vous que moi qui ne sors jamais, se fait une idée imprécise du sentiment de félicité grandiose ressenti par un personnage public, c'est-à-dire moi, pas vous, quand il est reconnu dans la rue, dans les salons, et plus encore au restaurant où le patron se fait un devoir de lui offrir le pouce-café et la patronne en échange d'un autographe sur le livre d'or. Cependant, le personnage public se doit de rester humble et lucide face au légitime engouement dont il est l'objet. La première fois que j'ai sorti mon museau de devant la télévision pour le mettre dedans, c'était il y a 10 ans, lors d'une pantalonnade parajournalistique hebdomadaire qui s'appelait Le Petit Rapporteur, et qui drainait chaque dimanche l'attention de plus de 15 millions de scélérats amateurs d'espièglerie friponne et d'irrespectueuses bouffonneries. Jacques Martin, le grand ordonnateur de cette salubre bouffée d'exubérance, me voyant un jour ronronner de vanité nouvelle au milieu d'une brassée de téléspectateurs à stylo brandy, me fit une remarque que je n'ai jamais oubliée et qui me revient en mémoire chaque fois qu'un kidam enthousiaste me phagocyte les baskets, m'imposant ainsi à l'esprit l'idée saugrenue que je ne suis pas de la merde. « Vois-tu, mon cher Pierre ?» À l'époque, je m'appelais déjà Pierre et je lui étais encore cher. « Vois-tu, mon cher Pierre, il est important que tu saches que le nombre de gens qui te voient en un seul dimanche est à peu près 30 fois supérieur au nombre total des gens qui ont vu Louis Jouvet pendant toute sa carrière. Il est de fait que si chaque nouveau starion ululeur de rock départemental, si chaque nouvelle célébritouille microphonique, si chaque speakerine, si chaque détenteur de sourire de lavabo pour grabataire finissant, méditait un instant cette remarque pleine de bon sens, combien de têtes de cul poudrées resteraient sur la commode avec humilité plutôt que de s'élever jusqu'à hauteur d'écran pour nous infliger l'héros convulsif de leur malaise gastrique à l'heure apaisante des digestions assises. En ce qui me concerne, c'est au demeurant en pleine conscience de cette évidence que je fais présentement de la radiophonie, dans le but estimable d'épargner aux voyeurs des lucarnes l'image soufflée aux picombières de la protubérance cérébro-joufflue qui me tient lieu de présentoir à pipe les jours où je me sens fumeux. Au cas où je me laisserais aller à me surévaluer l'ego à mes propres yeux, à l'occasion d'une flagornerie de quelques piliers vermoulus de mon fan-club des nains liétards, la rude réalité de mon insignifiance ne manque jamais de me remettre à ma place. Celle, auprès du poêle, au fond de la classe, que j'eus le tort de quitter le jour où j'ai eu les moyens de m'offrir mon premier radiateur avec un chèque TF1.
Ainsi me promenais-je radieux jeudi dernier au rayon lingerie des Galeries Lafayette, à l'heure du déjeuner que la secrétaire expédie d'un bec distrait pour avoir le temps de renouveler ses dentelles. Je méditais sur la vanité des choses sans perdre de vue ses doigts blancs aux ongles rouges frôlant d'un geste sûr et carmin les soies diaphanes et lumineuses des dessous affolants pour nos sens interdits. J'allais d'un pas moyen dans ces allées exquises, dardant au-dessus de l'intouchable gynécée un œil faux cul d'homme d'affaires pressé, cherchant le rayon fumeur, quand je vis venir vers moi un couple tout à fait insolite en ces lieux. C'étaient deux vieux et gros glébeux à trogne cuite, extradés du Bas-Poitou par quelques noces à Paris. Ils portaient sur le dos les stigmates indélébiles de 40 ans d'emplette aux dames de France de Champfleur-sur-Yvonne. Lui arborait une casquette neuve, plus fluo qu'écossaise, au-dessus d'une capote apatride où se dandinait sa couenne. Elle, radieuse à l'aube de son 3e âge, bloubloutait ses excédents dans un 2 pièces montgolfière. Gras dessus, gras dessous, ils obstruaient sans malice l'allée des petites culottes et s'imposaient à moi. Quand ils ne furent plus qu'à un pas de votre serviteur, c'est une image, vous pouvez vous brosser tout seul. L'opulente Coco Chamel s'arrêta pile, stoppant du même coup son Cro-Magnon qui manqua de piquer du nez dans un mannequin enguirlandé de chiffonneries noires et rouges plus érotique que 6 semaines à Bangkok. Ah ben ça alors, ah ben 20 Dieu, ah ben si je m'attendais, beuglait super molle, car c'était elle, dans l'oreille de son brontosaure à betterave. Ben qu'est-ce que t'as donc ma vieille, s'interloqua-t-il en regardant dans la même direction qu'elle, c'est-à-dire vers moi. En réalité, elle ne me regardait pas au sens humain du mot, c'est-à-dire que ses yeux n'étaient pas dans les miens mais un peu à côté. C'était, comment dire, un de ces regards qu'on jette aux objets. Un regard dont, à juste titre, on n'attend rien en retour. Un regard pour bibelot, un regard pour l'horaire affiché dans les gares. Avec en prime un étonnement majuscule, comme s'il s'était agi des horaires du train fantôme. « Mais qu'est-ce que t'as donc, ma vieille ? Mais enfin, tu vois donc pas celui-là » insistait-elle en le poussant d'une main vers moi, tout en me tirant vers lui par l'épaule, ce qui ne fit que renforcer en moi l'idée que je me faisais de son incroyable mépris à mon endroit. « Mais enfin, regarde donc Raymond Bondelat ! Ce type-là, tu vois bien qui que c'est ? Ah ben non, qui que c'est donc ? Mais enfin, c'est le con de la télé !» Et lui, « Ah putain, mais c'est le con de la télé !» Et à moi, « C'est bien vrai, vous êtes le con de la télé ?» Avouez quand même que le con de la radio, c'est moins voyant. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. Nous irons au Mexique pour voir trembler la terre quand les fêlés du ballon s'éjaculent des vestiaires. Nous irons à Rio compter les enfants pauvres avant d'aller danser en Bermuda résille. Nous irons à Moscou faire de la planche à voile sur la Moscova bleue à portée des étoiles. Nous irons à New York sucer des sorbets mous au fond d'un taxi jaune derrière un nègre roux. Nous irons à Jérusalem comme à Berlin, nous lamenter au pied du mur. Nous irons à Colombey faire nos Pâques en chemise, au nouveau son des 2 églises. Nous irons à Vichy, dans la rue Maréchal, goûter les eaux thermales, avec Anne-Sophie. Nous irons, mon colon Bijard, filmer l'ultime colon bêcheur à Colomb-Béchard. Nous irons au fond du désert, compter les bouts d'hélicoptères oubliés cet hiver, sous la poussière automobile. Nous irons à Cuba, pêcher la langouste. Nous irons à Lorient, pêcher le hareng. En revenant de Glasgow, nous irons à Bruxelles Grand Place, baiser en parachutiste à l'hôtel Amigo, dans la chambre à 3 glaces, go. Nous irons au fond des Carpates pour frissonner au loup-garou et voir s'enfiler les blattes dans le cimetière au hibou. Nous irons à Tananarive pour voir si Tanana revient. Nous irons un de ces jours, c'est sûr, mon amour, avec la S Oradour, au jeu d'été d'Hiroshima. Nous irons à Pékin pour bouffer chez Maxime et pour voir si la Chine commence à s'habiller Cardin. Aux heures méditerranéennes, nous irons à Ibiza défoncer des Norvégiennes en chantant Mélissa. Nous irons au sud du Portugal où chaque été, des Anglais vieux viennent se shooter au Gardénal dans des palais ignominieux. Nous irons au bout du monde et jusqu'à Paris-sur-Seine où la tour est folle et la Joconde en bois, ce qu'on sait peu. Nous irons au bout du monde, mais nous n'irons plus au Liban, les cèdres sont coupés, les enfants que voilà ne savent plus chanter. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, j'en ai rien à foutre qu'il passe ou pas l'hiver.
Le jour de la première annonce par le djihad islamique de l'assassinat de Michel Seurat, Madame Jacqueline Cartier écrivait dans François que Johnny Hallyday s'était rendu dans la boutique de son amie Chantal Goya pour y faire l'acquisition d'une bambinette pour sa fille Laura, âgée de 2 ans et demi. Au terme de son article, l'auteur relatait ce propos qu'elle tenait de la bouche même du chanteur, je cite, « Il faudrait que je lui prenne du 4 ans, elle est grande pour son âge. » Plus de 8 jours ont passé. Et que constatons-nous ? Aucun autre média, journal, radio ou télévision n'a repris, développé ou commenté cette information. Tout se passe comme si le reste de la presse voulait faire tomber le voile du silence sur une affaire qui nous concerne tous. Je sais trop bien, pour en avoir fait partie, quelle mesquine jalousie peut animer les journalistes chaque fois que l'un d'eux leur souffle un scoop sous le nez. Pour peu que l'article en question soit relégué en 3e page, comme ce fut le cas de celui de Jacqueline Cartier, la vengeance des chers confrères consiste évidemment à passer l'affaire sous silence en espérant que peu ou pas de lecteurs n'en auront pris connaissance. Et ça marche. Disons plutôt que ça aurait pu marcher si France Inter, par ma bouche, dont au passage je signale aux connaisseuses la troublante pulposité, si France Inter n'avait courageusement décidé de le lever, ce voile. Car les Français ont le droit de savoir la vérité. Les Français sont adultes. Ils le montreront dimanche encore en allant faire un seul tour au bistrot pour jouer trou du cul dans la 5e. Ils sont adultes, les Français. Et nombreuses sont les questions qui leur viennent à l'esprit à la lecture du papier de Jacqueline Cartier. Car enfin, que nous dit-elle ? Que Chantal Goya a acheté un magasin de vêtements. Avec quel argent ? Comme elle l'a naguère courageusement reconnu lors d'un mémorable face-à-face télévisé avec des plantes en pot, l'essentiel des maigres milliards que rapportent à Chantal Goya ces séances de lavage de cerveau pour enfants d'imbéciles sont immédiatement réinvestis dans de nouvelles entreprises d'abrutissement des masses scolaires. C'est tout juste s'il lui reste de quoi faire face aux inévitables frais que lui imposent déjà les premiers stigmates d'une ménopause bien méritée. Alors, d'où vient l'argent ? Les Français, répétons-le, ont le droit de savoir. Deuxième problème soulevé par l'article de Madame Cartier. Le chanteur de charme coxalgico-godarcien Johnny Hallyday vient de réitérer ses menaces de traîner en justice quiconque ferait allusion de près ou de loin à sa vie privée. Il a d'ailleurs toujours été fidèle à ce principe, ne montrant à tous les passants que sa tête, celle de ses femmes et celle de ses enfants. Et seulement lors de circonstances relevant du plus haut intérêt public, telle cette promenade au crépuscule main dans la main avec sa compagne dans les îles lointaines, où le photographe de Paris Match les avait rejoints après 16 000 km en avion pour pouvoir titrer sous sa photo, je cite, « Ils ont fui les photographes pour se retrouver seuls au monde ». Dans cette optique, n'est-il pas étrange que le plus notoire, le plus historique, que dis-je, le plus préhistorique de nos rockers soulève la chape de plomb par lui-même scellée sur son intimité la plus sacrée, en nous révélant l'âge et le prénom de sa propre enfant ? Quelle pire atteinte à la vie privée d'un personnage public que celle qui consiste à exhiber au tout venant le fruit des entrailles de sa meilleure copine ? Enfin, avec ce souci de recherche de la vérité qui caractérise les plus rigoureux polémistes, Jacqueline Cartier a gardé pour la fin de son papier cette fameuse petite phrase qui éclate comme une bombe au cœur de la monotonie qui caractérise l'actualité de ce morne mois de mars, à peine marqué de quelques bavures moyennes orientales. Je cite encore. « Il faudrait que je lui prenne du 4 ans. Elle est grande pour son âge. » Je suis père moi-même. J'ai des enfants. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'occasion de les montrer dans les journaux. Et les rares fois où l'on m'en a prié, j'ai refusé catégoriquement, car je n'ai pas les moyens de payer la rançon. Mais enfin, je sais de quoi je parle. Je sais à quoi ressemble une petite fille de 2 ans et demi. Dans du 4 ans, même quand c'est grand pour son âge, je suis désolé, mais ça flotte. Ou alors c'est que ça a été victime d'élongation. Je connais le cas d'un bébé de 2 ans et demi qui mesurait 1,65 m, mais c'est parce qu'il avait été sans cesse tiraillé entre son père et sa mère. Alors, les Français, je le répète, sont adultes. À 2 jours des élections législatives pour l'avenir de leur pays, ils ont le droit de connaître la part de la vérité dans cette pénible affaire de la bambinette qui flotte. Quant au mois de mars, on s'en fout. Le type qui a inventé l'espèce de fil rouge autour des portions de crème de gruyère, on peut pas le tuer quand même. C'est pas possible qu'il ait fait exprès. Je veux bien qu'il y ait dans les services de renseignement des brutes professionnels qui inventent des systèmes de torture extrêmement sophistiqués,
Mais même les pires d'entre eux ont leur raison. Il ne leur viendrait pas à l'idée de griller électriquement les testicules d'un fonctionnaire assermenté pour de simples raisons ludiques. Ils ne s'y résolvent que poussés par la raison d'État, dans le but, par exemple, de découvrir les microfilms sur lesquels figurent les plans de la nouvelle machine à électrifier les quéquettes au laser, je sais pas. Mais le type qui a inventé l'espèce de fil rouge autour des portions de crème de gruyère, c'est pas possible qu'il ait fait exprès. Il connaît même pas les gens qui aiment qui aimeraient manger des portions de crème de gruyère. Ne les connaissant pas, il n'a aucune raison de leur en vouloir à ce point. La sensibilité, le simple bon sens se révoltent jusqu'à refuser l'idée même de certaines actions inhumaines. On a du mal à croire qu'une mère ait pu jeter elle-même son petit garçon dans une rivière. Elle est intolérable, l'image de cet enfant enfermé dans un sac, attaché, si ça se trouve, avec une espèce de fil rouge, vous savez, comme ceux qu'il y a autour des portions de crème de gruyère. Un psychanalyste vous dirait sans doute que ce type, le type qui a inventé l'espèce de fil rouge autour des portions de crème de gruyère, a des tendances sadiques. Il est vrai que cette idée incroyable de faire des nœuds coulants à des laitages qui vous ont rien fait peut, à première vue, relever d'une certaine forme de perversion. Mais bon, ça ne se prouve pas du tout que ce type soit un sadique. Le vrai sadique, pour avoir son plaisir, il faut qu'il assiste dévisu à la douleur de l'autre. Mais lui, le type qui a inventé l'espèce de fil rouge autour des portions de crème de gruyère, il est jamais là pour se rincer l'œil quand je me relève affamé à 3 heures du matin avec au ventre l'espoir insensé de me faire une petite tartine de crème de gruyère. Alors, qui est-il ? Peut-être qu'il m'entend. La haine aveugle n'est pas sourde. Peut-être qu'il est dingue. Peut-être qu'il est dingue de père en fils, ce type. Si ça se trouve, c'est une forme d'aliénation mentale plus ou moins héréditaire. Peut-être que son père, c'est le type qui a inventé l'espèce de papier collant autour des petits Suisses. Peut-être que sa mère, c'est la pétasse qui a inventé le chocolat dur qui tient pas autour des Esquimaux. Peut-être que son grand-père, c'est le fumier qui a inventé la clé qui casse le bout des petites languettes des couvercles des sardines en complicité avec le pourri qui met de l'huile jusqu'à ras-bord des boîtes. Peut-être que sa grand-mère, c'est la salope qui a inventé le suffrage universel. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. Si l'on fait le bilan des événements d'intérêt national qui ont marqué la dernière quinzaine, j'en retiendrai que le Canard enchaîné vient de fêter ses 70 ans. Ça vous fait pas rire? Ça devrait. Le Canard enchaîné vient de fêter ses 70 ans. Avouez que pour une belle contrepétrie, c'est une belle contrepétrie. Non? Difficile, hein? Difficile mais superbe. Ne vous cassez pas la tête, je vous envoie la solution. Contre 50 francs timbre, hein, j'ai horreur des contrepétries gratuites. J'ai des rapports extrêmement ambigus avec les contrepétries. Je les trouve toujours et elles ne me font jamais rire. C'était extrêmement pénible. J'ai comme ça un copain qui a horreur des champignons et qui en débusque tous les automnes à chaque pied de chêne. Il adore les contrepétries. Il est malheureusement incapable d'en trouver une seule. Alors je l'aide et en échange, il me refile 1 ou 2 bocaux de cèpe en conserve. À propos de canard, j'ai dans mes tiroirs une histoire à plumes que je brûle de vous narrer, car elle finit mal. J'aime bien les histoires qui finissent mal. Ce sont les plus belles, parce que ce sont celles qui ressemblent le plus à la vie. D'ailleurs, je demande aux personnes sensibles et impressionnables de ne pas quitter l'écoute. Mon histoire ne manquera pas de les faire pleurer, et rien au monde n'est plus salubre au cœur des personnes sensibles et impressionnables que quelques larmes bienvenues au bout d'une histoire qui finit mal. Il était une fois, une seule, car une fois n'est pas coutume, il était une fois une petite fille qui s'appelait Caroline et qui aimait les canards. Avec ses chers parents qui se détestaient mais qui savaient se tenir dans le monde, elle habitait une jolie maison bourgeoise dans la banlieue chic de Paris, avec une piscine, un barbecue panoramique et un portail électronique, mais pas de canard. Caroline avait un grand frère qui allait à la foire du trône pour faire des cartons quand c'était le moment de la foire du trône. Il savait faire un tas d'autres choses, mais elle n'entre pas dans le cadre de mon histoire, alors que le fait qu'il allât à la foire du trône, si. Un jour, le grand frère de Caroline gagna un lot au tir à la carabine, à la foire du trône. C'était un carton cubique avec un caneton ovale dedans. « Tiens, Caroline, dit-il à Caroline, voici un caneton, moi je garde le carton. » C'est joli le texte. Caroline éleva le caneton avec beaucoup de tendresse et de croûtons
et l'appela Mickey car elle n'avait pas tout compris dans Walt Disney. Mickey vivait sous le lit de Caroline dans une boîte à chaussures de pointure 44 car son père était un grand con. Je parle du père de Caroline. Hein. Au moment des fêtes, le père du Caneton avait déjà été laqué dans le 13e par un ancien beau de people sino-poitevin qui s'appelait Henri Cantonnet. Mais, oublions-le, il n'entre pas non plus dans le cadre de notre histoire. Quand le caneton Mickey devint un canard, on s'aperçut que c'était une canne, à cause des plumes. Les canards mâles ont au derrière le plumage vif et chatoyant que les mousquetaires ont au chapeau pour affirmer leur virilité. Les cannes ont le plumeau gris terne que les concierges ont dans l'escalier pour souligner leur féminité. En plus, les canards en avaient, alors que Mickey non. « Qu'à cela ne tienne, dit Caroline qui parlait comme une speakerine, nous t'appellerons Miquette. » Quand Miquette fut en âge d'être maman, Caroline lui donna à couver un œuf de poule. Au bout de 3 semaines, l'œuf de poule éclosa, rayait les coquilles inutiles. Un petit poussin naquit et vint au monde. Caroline l'appela Droupi, car elle n'avait pas tout compris non plus dans Tex Avery. Quand le poussin devint un poulet, on s'aperçut à ses plumes que c'était une poule. « Qu'à cela ne tienne, dit Caroline, nous t'appellerons Droupette. » Et c'était merveille de voir dans le grand parc de la maison où les parents de Caroline se poursuivaient avec des couteaux de cuisine, la canne Miquette et la poule Droupette qui la suivaient partout, comme si c'était sa vraie maman. Un jour, hélas, la canne plongea dans la piscine et la poule en fit autant. Et bien sûr, elle périt noyée. C'est pourquoi cette histoire est triste, d'autant plus qu'elle est vraie. J'ai simplement changé les identités des protagonistes en donnant des noms d'enfants du bon Dieu aux canards sauvages. Quant à Fabius... Pardon, excuse... attends, non, là, tu te couperas ça au montage parce qu'on peut pas garder ce genre de conneries. Hein, c'est pas possible. Donc je prends... Alors, quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. Surtout tu coupes au montage. Hein. La comédie, la comédie. La comédie, la comédie. C'est étonnant, non ?